Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Merci de prendre un peu de ton temps pour cet appel, c'est gentil. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une question de taraude. Disons que j'arrive à bien cerner le principe de l'effet de serre et toutes les conséquences de nos émissions sur le climat et nos sociétés, mais j'avoue que ça me fait un peu peur pour le futur quand même. Comment on peut faire pour diminuer toutes nos émissions et ralentir le dérèglement climatique? Écoute, déjà, c'est un très bon point de départ de se questionner là-dessus, et notamment de tout ce que ça implique pour notre futur. Mais je te rassure, il y a des solutions pour y faire face. Pour commencer, est-ce que tu as déjà entendu parler des accords de Paris, des COP, du GIEC ou encore de bilan carbone? Alors il y a quelques noms qui me disent vaguement quelque chose, mais je t'avoue que c'est pas hyper clair pour moi, je m'y perds un peu. Il n'y a aucun souci, on peut refaire un point ensemble. Commençons par les COP. Les COP, pour Conférence des parties, c'est une série de conférences internationales dont le but est de faire face au changement climatique. Elles ont été lancées en 1995 suite à la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La CNUC? Exactement. La CNUC. Les COP, elles ont lieu tous les ans depuis cette année 1995. L'objectif principal, c'est de faire un bilan de l'application de la Convention et de fixer de nouveaux objectifs dans la lutte contre le changement climatique. Alors en réalité, depuis tout à l'heure, je te parle de COP climat, mais il existe deux autres types de COP, la COP biodiversité et la COP sur la lutte contre la désertification. Après, dans le langage courant, on associe souvent le terme COP au COP climat. Parmi ces COP climat, il y en a des plus importantes que d'autres, notamment la COP 3 en 1997, qui a débouché sur le protocole de Kyoto. Ce protocole, c'est un accord international qui vise à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et qui s'ajoute à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors pourquoi je m'attarde dessus? Eh bien parce que c'est le premier instrument international qui a fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 38 pays industrialisés. Quasiment 20 ans plus tard, en 2015, a lieu la COP 21 à Paris. Et cette COP, elle est aussi hyper importante puisqu'elle va déboucher sur les fameux accords de Paris qui vont entrer en vigueur l'année d'après, en 2016. Oui, ça j'en ai déjà entendu parler. Ils disent quoi ces accords exactement? Les accords de Paris, Ils donnent un objectif vis-à-vis de l'urgence climatique. Cet objectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à long terme, c'est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, donc en gros autour de 1850, et de préférence sans dépasser les 1,5 degrés. Tout ça en reconnaissant que ça réduirait considérablement les impacts du changement climatique. Et pour faire ça, les différents États signataires, c'est-à-dire quasiment la totalité des pays du monde, ils doivent soumettre régulièrement des plans de réduction de leurs émissions. Alors en pratique, chaque pays détermine lui-même la contribution qu'il doit apporter pour répondre aux objectifs climatiques, et chaque pays est le seul responsable de la mise en place des différentes mesures. Et malheureusement, tout ce qu'on a fait depuis 2016 est bien loin d'être suffisant, et on sait déjà qu'il sera impossible de limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. Ah ouais, faudrait qu'on mette un bon coup de boost alors quand même, hein. Mais comment on fait? Enfin, comment on sait ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement planétaire sous les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle? Bien, en fonction des choix qu'on fait et de la direction qu'on prend en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va augmenter plus ou moins vite la température moyenne de la planète. Et définir ces différents scénarios possibles et leurs conséquences, c'est un des objectifs des rapports du GIEC. Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom, le GIEC. C'est quoi exactement? Le GIEC, ou IPCC en anglais, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En gros, c'est un collectif de scientifiques dont l'objectif est d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Et pour faire ça, ils font une synthèse de recherches et d'études scientifiques et techniques publiées partout dans le monde et rédigent un rapport tous les 5-6 ans environ. Et dans ces rapports, le GIEC détaille différents scénarios possibles, plus ou moins optimistes, qui conduisent à un réchauffement plus ou moins rapide de la planète. Et ces scénarios, ils dépendent énormément de la façon dont on va vivre sur Terre dans les prochaines années. Mais comment on sait le réchauffement qu'il va y avoir en fonction de la manière dont on vit sur la Terre? Ouais, c'est une très bonne question. Les chercheurs vont utiliser ce qu'on appelle des modèles climatiques, c'est-à-dire des simulations numériques de la planète et des interactions entre les différents éléments qui modulent le climat, l'atmosphère, les océans ou les continents même. Et grâce à ces modèles, ils peuvent convertir les émissions de gaz à effet de serre en concentration atmosphérique, puis en réchauffement futur, avec toutes les conséquences qui vont avec. C'est ce qu'on appelle des projections climatiques. Le but, c'est de décrire des évolutions possibles de la société et leurs conséquences,
en fonction de plusieurs paramètres comme la croissance économique, le type et la quantité d'énergie utilisée, et même l'évolution d'autres secteurs comme l'éducation ou la santé. Le GIEC a ainsi construit 5 narratifs, numérotés de 1 à 5, eux-mêmes déclinés en différents scénarios, plus détaillés. C'est ce qu'on appelle les scénarios SSP. Sur ce graphe, on voit plusieurs de ces scénarios. Alors pour t'expliquer brièvement, le premier chiffre derrière le terme SSP, ça désigne le numéro du narratif qui a été utilisé pour développer la trajectoire. Et le deuxième, ça indique la valeur approximative du forçage radiatif, donc en watts par mètre carré, atteint à la fin du siècle. Et ces deux numéros ensemble, ils permettent d'obtenir une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement associé. Par exemple, si tu prends le scénario SSP 5 8.5, tu as une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre dont les hypothèses socio-économiques envisagent une société basée sur une forte consommation d'énergie, et en grande partie d'énergie fossile. Cette trajectoire d'émissions, elle induit un forçage radiatif de 8,5 watts par mètre carré en 2100, soit un niveau de réchauffement d'environ 4,7 degrés par rapport à la période pré-industrielle, d'où la trajectoire plutôt inquiétante de la courbe. Et à l'inverse, si tu prends le scénario SSP1, ça prévoit une évolution vers un mode de vie plus durable et pourrait permettre de limiter le réchauffement sous les 2 degrés. Et petite question, même si j'ai déjà peur de la réponse, tu sais vers quel scénario on s'oriente pour l'instant ? Bon, c'est encore difficile à dire, mais on est globalement en retard par rapport à nos objectifs climatiques. On est sur un scénario entre SSP2 et SSP3. Si on ne se penche pas sérieusement sur le problème, ça serait pas surprenant d'arriver vers plus 3 degrés d'ici à la fin du siècle, avec toutes les conséquences qui vont avec. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout va surtout se jouer dans la prochaine décennie. Et si on s'y met vraiment, on peut toujours limiter le réchauffement vers 2 degrés. Mais comme on le voit sur ces graphes, ça implique de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre à maximum 20 gigatonnes de CO2 équivalent par an d'ici 2050. Et si on fait un petit calcul rapide, un maximum de 20 gigatonnes de CO2 équivalent par an pour les 10 milliards d'habitants qu'il y aura en 2050, ça revient à dire qu'il faut limiter nos émissions personnelles à 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Ah oui, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu parler de l'atelier de 2 tonnes. Du coup, c'est de là que ça vient, les 2 tonnes de CO2. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je te conseille fortement d'y participer. C'est un super atelier. Alors pour te donner une idée, on est actuellement vers une moyenne de 10 tonnes par personne par an en France. Donc 5 fois trop. Et la moyenne mondiale annuelle, elle est autour de 5 tonnes. Ok, je vois, ouais. Et du coup, j'imagine qu'il faut regarder en détail pourquoi on émet autant de CO2 pour pouvoir réduire nos émissions et s'approcher de ces 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Ouais, t'as tout compris. C'est la suite du raisonnement. Et c'est là qu'intervient la notion d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est ce qui mesure la quantité totale de gaz à effet de serre émis par une personne, un objet ou encore un territoire sur une période donnée. Et pour effectuer cette mesure, on s'appuie sur l'analyse du cycle de vie des produits ou services utilisés. Alors l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode scientifique utilisée pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service lors des différentes étapes de sa vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par sa fabrication, son transport, son utilisation ou encore même son recyclage. Alors attention, parce que l'analyse du cycle de vie, elle ne parle pas que des émissions de gaz à effet de serre, mais bien de l'ensemble des impacts environnementaux associés, même si pour le calcul de l'empreinte carbone, on va s'intéresser qu'aux émissions. Attends, je me permets de te couper 2 secondes, désolé. Ça allait un peu vite pour moi sur tout ce qui est analyse du cycle de vie. Ouais, pardon, c'est vrai que c'était un peu rapide. Si tu veux, on peut regarder ça sur un exemple. Attends, je vais te partager un truc. Si tu prends une voiture thermique, bon, je t'apprends rien en disant que la voiture, ça émet du CO2 en brûlant du carburant, et c'est ça qui lui permet d'avancer. Bon, certes, mais ça correspond qu'à une seule des étapes de la vie de la voiture. Maintenant, il faut aussi se demander quelles sont les autres émissions relatives à notre voiture tout au long de sa vie. Est-ce que tu as des idées ? J'imagine qu'il y en a déjà beaucoup dès la construction de la voiture, juste pour extraire tous les matériaux. Il me semble que l'extraction des métaux, ça consomme beaucoup, non ? Ouais, en effet, l'extraction et la transformation de grosses quantités de métal, comme le fer ou l'aluminium, ça demande beaucoup d'énergie et souvent de l'énergie fossile. Et pareil pour les matériaux des composants électroniques, toujours plus nombreux dans les voitures. Et tu as aussi l'assemblage et la fabrication du véhicule qui sont aussi très énergivores. Et la partie transport sur le schéma, c'est l'acheminement de la voiture de l'usine vers le lieu de vente ? Ouais, c'est ça. Mais tu vois bien, du coup, qu'avant même d'être utilisée, la voiture, elle a déjà été à l'origine de beaucoup d'émissions. Bon, je vois que tu as compris comment ça fonctionne. Je te laisse terminer l'analyse du cycle de vie. Allez. Alors, on a déjà parlé des émissions jusqu'à la phase d'utilisation de la voiture, donc en gros, il reste la fin de vie.
Donc là, il faut regarder ce qu'on fait de tous les composants. Est-ce qu'on les jette, est-ce qu'on les recycle, on les revalorise, des choses comme ça. Donc ouais, en fait, la voiture, elle aura déjà beaucoup consommé avant son utilisation et même après son utilisation. Ouais, exactement. Après, le poids des différentes étapes dans l'empreinte carbone totale d'un produit, ça va aussi dépendre beaucoup du produit. Pour une voiture thermique, brûler de l'essence pour la faire rouler, c'est ça qui représente largement la majorité des émissions. Mais c'est quand même bien de garder en tête que certaines émissions, elles sont parfois cachées parce qu'elles ont lieu en amont ou en aval de l'utilisation. Ok, j'ai compris. Et pour calculer l'empreinte carbone d'une personne sur une période donnée, du coup, il faut calculer les émissions de tous les produits et tous les services que la personne a utilisés sur cette période ? Ouais, voilà. Et c'est aussi le même principe pour une entreprise d'ailleurs. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes pour calculer une empreinte carbone. Le plus utilisé à travers le monde, c'est le GHG Protocol, pour Greenhouse Gas Protocol, ou Protocole des gaz à effet de serre en français. En France, on a aussi le bilan carbone, qui est grosso modo l'équivalent du français du GHG Protocol, et qui a été développé à l'initiative de l'ADEME et de Jean-Marc Jancovici. L'objectif de ces protocoles, c'est de proposer un cadre réglementaire pour mesurer, déclarer et diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, d'une entreprise ou d'un individu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ces méthodologies, mais s'il y a un point vraiment essentiel dont il faut parler, c'est la notion de scope. Les scopes, ça permet de classer les émissions selon 3 catégories principales. On a d'abord le scope 1, qui correspond aux émissions directes, liées à la combustion d'énergie fossile. Après, tu as le scope 2. Le scope 2, il désigne les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Plus concrètement, il s'agit principalement de l'électricité qui est consommée par une entreprise, mais dont la production a émis des gaz à effet de serre en amont. Mais pour la plupart des entreprises, les scopes 1 et 2, ça correspond en réalité qu'à une petite partie des émissions. La majorité des émissions sont prises dans le scope 3. Ce scope, il est beaucoup plus large et beaucoup plus difficile à calculer, et il désigne toutes les autres émissions indirectes, en amont ou en aval. On y retrouve par exemple les émissions liées au transport de personnes ou de marchandises, à l'achat de produits, de services, t'as les matières premières, le numérique, ou encore à l'impact carbone futur des produits vendus. Et dans les méthodes dont tu m'as parlé juste avant, on arrive à prendre en compte tout ce qui est dans ce scope 3, même si c'est assez difficile à déterminer ? Et justement, la notion de scope, elle est importante pour cette raison. Ne pas prendre en compte le scope 3 dans le calcul des émissions, c'est en oublier une énorme partie. Et ça peut parfois entraîner du greenwashing de certaines organisations qui n'incluent pas le scope 3 dans leur calcul. D'ailleurs, à propos du greenwashing, j'en entends parler tout le temps, mais ça veut dire quoi très exactement ? Le fameux greenwashing. Pour faire simple, c'est une stratégie marketing utilisée par certaines organisations et entreprises pour rendre leur image plus verte, et ce, de manière trompeuse. Elles donnent l'impression que leurs activités sont respectueuses de l'environnement, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, en ne prenant pas en compte le scope 3 dans leur bilan carbone. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, la prise en compte du scope 3, elle est obligatoire depuis 2023 pour les grandes entreprises. Ok. Et maintenant, comment je fais pour calculer mon empreinte carbone personnelle ? Vu que je suis pas une entreprise, moi. Effectivement, là on a parlé d'entreprise, mais c'est le même principe pour un individu. Le bilan carbone prend tout en compte et permet d'avoir un aperçu global de notre impact sur le climat. Et calculer son empreinte carbone personnelle, ça permet aussi d'identifier et de comprendre ses postes d'émission pour pouvoir ensuite savoir comment réduire nos rejets de gaz à effet de serre. Ah bah oui, personnellement, je pense que ça m'aiderait bien. Parce que là, j'avoue que je sais pas du tout par où commencer. Mais on peut regarder ça dès maintenant si tu veux. Je te propose de prendre quelques minutes pour faire ton bilan carbone et on l'analyse ensemble. Tu peux par exemple le faire sur le site de l'ADEME ou de Carbone 4, c'est hyper rapide. Ah oui, génial. Bah merci. Ok, c'est parti. Et voilà, finito. Presque 10 tonnes, hein. Donc si j'ai bien compris, je suis pas loin de la moyenne française, c'est ça ? C'est ça, ton bilan carbone il est très proche du bilan carbone moyen en France. Et d'ailleurs, c'est même très exactement les bilans carbone moyens d'un Français. On peut regarder ça de plus près si tu veux. Notre bilan carbone il peut être découpé en 5 catégories, qui correspondent à nos 5 plus gros postes d'émission. En moyenne, le transport et l'alimentation sont les secteurs les plus émetteurs. Vient ensuite le logement, principalement à cause du chauffage, puis l'ensemble de nos achats au quotidien, qu'il s'agisse de produits, de services, de numérique ou même de nos loisirs.
Et enfin, la partie dépenses publiques, elle correspond à des émissions qui sont plutôt collectives. On trouve notamment le secteur de la défense, de l'enseignement, de la santé ou des infrastructures publiques. Ok. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est de s'attaquer en priorité aux gros rectangles dans ces 5 catégories, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Si on regarde le transport par exemple, on voit que les trajets en voiture sont responsables d'une grande partie des émissions. Du coup, remplacer la voiture par des moyens de transport moins émetteurs quand c'est possible, ou même privilégier le covoiturage, ça c'est des leviers très efficaces pour réduire notre bilan carbone. Il faut aussi garder en tête que les solutions elles peuvent être plus ou moins efficaces, mais aussi plus ou moins faciles à mettre en place. On classe les actions possibles par efficacité et par faisabilité. Alors, il faut bien garder en tête que ces graphiques ils sont qualitatifs. La faisabilité des actions que je vais te montrer, elle dépend de chaque situation et de chaque personne. L'intérêt de ces graphiques, c'est vraiment de comprendre quelles sont les solutions efficaces à prioriser. Les solutions qui se retrouvent en haut à droite sont donc celles par lesquelles il faut commencer, parce qu'elles sont facilement réalisables et ont beaucoup d'impact. Par exemple, réduire nos trajets en avion, c'est souvent assez facile à faire et ça a un impact énorme. Et ça, c'est pas étonnant quand on sait qu'un aller-retour Paris-New York, c'est déjà presque 2 tonnes de CO2 équivalent par personne. Mais pourtant, sur le bilan carbone, l'avion, ça avait pas l'air d'avoir une part si énorme par rapport à la voiture notamment. Ouais, c'est vrai, mais c'est parce que c'est une moyenne à l'échelle de la France. En réalité, la plupart des gens, ils prennent rarement l'avion, voire jamais. Mais pour les gens qui volent régulièrement, l'avion représente souvent une part considérable de leurs émissions. Ok, ouais, je vois. Et par contre, je m'attendais à ce que le secteur du transport, ce soit une grosse part des émissions, mais j'avoue que ça me surprend un peu plus que l'alimentation émette presque autant. Y a pas moyen de diminuer ça quand même? Et si, c'est possible. Les émissions de l'alimentation sont assez variées. On peut en reparler une prochaine fois si tu veux, parce que ça prendra un peu trop de temps à expliquer maintenant. Mais en tout cas, il existe plusieurs solutions pour rendre son alimentation plus responsable. Tiens, je t'en donne quelques-unes là. Ah oui. En plus, il y a plein de solutions qui ont l'air d'être assez faciles à mettre en œuvre. Enfin, manger moins de viande, moins gaspiller, c'est easy, non? Tout à fait. Et même pour la partie logement, c'est possible d'agir très facilement. Par exemple en limitant le chauffage à 19 degrés en hiver. Un bon pull, ça fait parfaitement l'affaire. Après, le plus efficace, ça reste quand même d'isoler son logement et d'installer une pompe à chaleur, même si ça demande un peu plus de temps et d'investissement. Après, ce type de projet est souvent subventionné et aussi rentable à long terme. Et est-ce que tu aurais quelques exemples aussi de solutions pour la partie consommation? Évidemment, regarde. Bon, là je te donne quelques exemples de solutions, mais il en existe plein d'autres. En plus, là on a parlé que de solutions individuelles, mais il y a plein de choses à mettre en place collectivement. Si tu veux des conseils pour savoir comment comparer et réduire les émissions de certains de ces secteurs, je te conseille d'explorer un peu le site de l'ADEME. La manière dont sont réparties nos émissions, ça dépend beaucoup des gens, mais ce qui est sûr, c'est que tout n'a pas le même impact, et que les actions qui comptent beaucoup ne sont pas toujours celles auxquelles on pense. Par exemple, un seul steak de 150 grammes, c'est autant d'émissions que 1700 mails envoyés. Donc supprimer ces mails et éteindre la lumière, c'est bien, mais ça suffira pas. D'ailleurs, en parlant de steak, ça te dirait de venir dîner chez moi un de ces jours? Ce serait l'occasion de parler un peu plus en détail, notamment sur l'impact de l'alimentation. T'avais l'air d'avoir plein de trucs à dire dessus, donc... Est-ce que samedi prochain, ça serait ok pour toi? Bah écoute, c'est super gentil. Mais écoute, je suis dispo, donc avec plaisir. Ah, parfait, trop cool. Merci en tout cas pour toutes les explications, c'est hyper sympa. Et moi je vais prendre le temps de digérer tout ça tranquillement. Je t'en prie. Et d'ici samedi, je t'encourage à rester curieux et continue de t'informer par toi-même pour en apprendre plus. D'ailleurs, si tu veux approfondir sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui, je t'ai mis quelques petits articles en description. Aussi, abonne-toi à notre chaîne YouTube, suis-nous sur les réseaux, on se voit samedi, et n'oublie pas, gardez les pieds sur terre.